bonjour. Donc premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler plus précisément de vos domaines de recherche? Donc, Eliane Elmaleh, je suis professeure émérite à l'Université du Mans, toujours au laboratoire, le laboratoire que Delphine Le Thor, le 3LAM, qui est un laboratoire en fait pluridisciplinaire avec plusieurs langues et qui regroupe anglais, allemand, espagnol et la littérature française. Et donc mes recherches portent sur divers domaines en fait, sur les études afro-américaines, sur l'art moderne, postmoderne, sur les problèmes d'identité, tout ce qui est politiques identitaires, voilà. Donc, et puis aussi j'ai fait ma thèse sur les féminismes, sur les études de discours féministes, et donc voilà, et sur la presse et les discours féministes. Delphine Le Thor. Pour ma part, mes recherches portent sur le cinéma, les études filmiques. Je suis aussi spécialiste de civilisation américaine. Donc j'enseigne par exemple l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Afro-Américains dans mes cours. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur le cinéma qui représente l'esclavage. Le cinéma afro-américain avec des focalisations sur des réalisateurs en particulier comme Spike Lee, Ava DuVernay et d'autres. Et comme Eliane, je m'intéresse aussi aux questions du féminisme et je dirige un projet de recherche sur les réalisatrices et voilà, les films de femmes, surtout depuis la période post-MeToo. Donc, comme vous l'avez compris, Eliane et moi, on a des intérêts de recherche en commun et c'est ce qui nous a amenés à travailler ensemble sur de nombreux projets, donc notamment cet ouvrage. Eh bien, justement, nous nous sommes demandé comment est né cet ouvrage collectif. D'abord par un intérêt commun qu'on avait sur ces questions-là. Ensuite, il y a eu une série, on a fait une série de colloques en fait internationaux, dont un colloque au Mans. Donc, et puis le dernier colloque a eu lieu à Ouidah, au Bénin. Et Ouidah, c'était un port en fait, un port négrier. C'était une sortie, donc c'était un port d'où sortaient les esclaves. Et donc, ce lieu a été extrêmement symbolique. On a fait un grand colloque à Ouidah, ça devait être en 2021. Et donc, suite à ce colloque où on a pu en fait rassembler cet ouvrage que l'on a édité en fait, c'est-à-dire on a rassemblé une série d'articles, vous voyez, qui rassemble aussi des collègues d'origine africaine qui sont venus parler de l'esclavage. Donc, on a un certain nombre de points de vue et pas uniquement, nous sommes plutôt des américanistes, pas uniquement américains, mais aussi les Africains, quelles ont été les perceptions, comment ça s'est passé. Vous pouvez voir qu'il y a des spécialistes en fait du théâtre, des spécialistes de la littérature, des spécialistes des musées, des spécialistes. Donc c'est extrêmement pluridisciplinaire et c'est tous ces angles-là d'approche de l'esclavage, des lieux de mémoire, de ce qu'a pu être le devoir de mémoire dans l'esclavage, tout cela qui nous a interpellés. Voilà. Indépendamment des frontières, indépendamment des disciplines et même des lieux, puisque voilà, ce qui nous intéressait, c'était cette perception de l'esclavage et puis des personnes que l'on appelle maintenant non plus esclaves, mais esclavisées, parce que c'est un terme que vous avez peut-être rencontré si vous avez lu l'ouvrage, que l'on utilise maintenant pour essayer d'éviter cette formulation passive du terme esclave qui ne rend pas compte de la mise en esclavage d'un individu et qui donne un statut un peu passif à la personne. Et peut-être pour compléter en fait la couverture de l'ouvrage, c'est justement une photo du mémorial de Ouidah, donc le mémorial qui se trouve sur la plage et qui voilà, fait honneur, enfin marque en tout cas le
le dernier endroit où passaient les esclavisés avant d'être embarqués. Donc le fait de choisir cette photo qui avait été prise par notre collègue Ben Aouda Lebdaï en couverture, c'est aussi quelque part signifier une démarche, l'idée qu'on essaie de percevoir l'histoire de l'esclavage depuis un autre point de vue, donc décentrer la mémoire. Ce n'est pas prendre un point de vue européen, eurocentré, mais ouvrir ses mémoires à différents récits. Donc c'est pour ça, ce qui était vraiment intéressant dans les colloques qu'on a pu organiser, c'était le fait d'avoir par exemple des chercheurs africains, des chercheurs qui venaient de différentes spécialités et de différents espaces géographiques. Ça permet de montrer d'autres manières, d'autres regards, d'autres approches de la mémoire. Voilà, ça rentre aussi avec une démarche que l'on a toutes les deux, qui a été effectivement d'enseigner même l'histoire des États-Unis, puisque c'est ce que... moi, je suis professeur émérite, donc je ne l'enseigne plus, mais je suis toujours chercheur. C'est-à-dire essayer d'enseigner un autre regard, c'est-à-dire ne plus avoir cette perception européocentrée, mais s'intéresser à des historiens, à l'histoire sociale, c'est-à-dire l'histoire de la victimisation. Les victimes, qu'en était-il? Les victimes de la colonisation, qu'avaient-elles à dire? Et c'est cette histoire-là qui nous a toujours intéressés dans nos cours. Pour repréciser les choses, de quels ou quels esclavages exactement est-il question dans cet ouvrage? Alors, il y a plusieurs articles, comme vous avez pu voir. Il y a bien évidemment l'esclavage aux États-Unis, puisque, bon, voilà, on en traite, on en parle. Dans l'un des articles, en fait, je ne sais plus si c'est le premier, mais qui porte sur Barracoon, je ne sais pas si vous avez... c'est un ouvrage, en fait, c'est un article d'Alfred Jossu sur un ouvrage d'une romancière américaine des années 20-30, pendant la période de la Renaissance de Harlem, en fait, qui s'est intéressée au sort de l'un des derniers esclaves survivants à l'époque, qui s'appelait Louis Cudjoe, en fait, qui était une rebaptisation, en fait, puisque son nom d'esclave, c'était son nom d'esclave et non pas son nom d'Africain qui venait du Dahomey. Donc on parle des esclaves africains, de ce trajet du passage du milieu, donc ce que l'on a pu appeler le Middle Passage, qui est très important en fait dans Barracoon. Donc esclaves africains, bien évidemment, passage du milieu, États-Unis, mais aussi la Colombie, le Brésil, l'Espagne, Cuba, effectivement. Dans les processus mémoriels, voilà, par exemple, les lieux de mémoire comme la ville de Nantes. Donc comment Nantes se remémore son passé de l'esclavage qui a été longtemps tu et révélé après les années 2000. Et on a aussi un article, par exemple, sur c'est le Qatar et un musée, par exemple, au Qatar. Et là, on parle d'un esclavage peut-être plus récent et moins lié à cette histoire, mais les traces existantes. Alors ce musée du Qatar est d'autant plus étonnant que l'on peut se dire comment peut-il y avoir au Qatar un musée de l'esclavage qui est un pays en fait où on sait que l'on bafoue encore les droits humains et où il y a des pratiques qui se rapprochent de l'esclavage. Donc c'est comment on peut visibiliser finalement d'une façon un peu, on va dire, dans un but propagandistique, on va dire, dans un but de propagande, une démarche qui n'est pas celle que l'on applique dans son propre pays. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'image que l'on va donner, qui est l'image d'un musée, et puis en fait ce que l'on pratique soi-même. Donc c'est démagogie, voilà. Donc peut-être pour préciser l'importance de votre travail, vous posez la question, donc en quoi est-ce important d'entreprendre un travail de recherche à propos des représentations contemporaines de l'esclavage? On voit bien, particulièrement par exemple aujourd'hui,
Donc après l'élection aux États-Unis de Donald Trump, qui est en train de remettre en question tous les programmes de ce qu'on appelle DEI, donc diversité, égalité, inclusion, la remise en question même de l'enseignement de l'esclavage aux États-Unis. Par exemple, il y a des ouvrages d'histoire aux États-Unis où on ne parle pas de l'esclave, on parle d'un travailleur. On présente l'esclavisé comme un travailleur forcé, mais le langage en fait déforme la mémoire de l'esclavage. Donc on voit bien que c'est une mémoire qui reste fragile. Et enfin, c'est vraiment important de continuer à montrer que l'histoire de l'esclavage a toujours des conséquences dans le présent, dans l'histoire raciale. Donc, par exemple, aux États-Unis, très fréquemment, on a toujours des histoires de brutalité policière sur des hommes noirs. Donc, on peut tracer en fait une ligne entre cette histoire, ces images que l'on voit et des représentations des personnes noires pendant la période de l'esclavage. Donc on a appelé l'ouvrage rémanence, mais voilà, ces rémanences, elles sont concrètes, elles existent, et si on ne s'y intéresse pas, on prend le risque de passer sous silence un certain nombre d'héritages qu'on doit pourtant continuer d'interroger, de questionner pour avancer dans nos sociétés vers plus de justice, d'égalité. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a très peu d'institutions muséales, de musées, qui portent sur l'esclavage. Il y en a très peu, même sur l'esclavage passé. Alors bien évidemment, sur l'esclavage présent, il n'y a rien, mais sur l'esclavage passé, il y a des fondations, il y a des expositions temporaires. Il y a, ça a commencé dans les années 2000, il y a eu de grandes expositions. À Liverpool, il y a un musée de l'esclavage. Bon, mais ce sont en Afrique, il y a quelques musées, il doit y en avoir 3 ou 4, mais des musées qui portent le nom de l'esclavage. Alors, il y a des mémoriaux. Alors, le mémorial, par exemple, on connaît le mémorial de l'esclavage de la traite à Nantes, qui est un mémorial qui n'est pas très loin de nous et qu'il faudrait absolument visiter parce que bon, c'est à voir, et il y a, je veux dire, du point de vue visuel, du point de vue sonore, c'est une expérience à connaître, mais il y a peu de choses. Voilà. Donc après, il y a des artistes qui font de leur possible pour essayer de montrer que l'esclavage du passé, en fait, a des, eh bien, ce que certaines personnes vivent actuellement. Eh bien, il se rapproche de ce que certains autres ont vécu, et que l'esclavage moderne, finalement, n'est pas si éloigné de ce qu'ont pu vivre, en fait, les esclaves des temps passés. Et donc, en général, dans leurs travaux, alors si j'avais pu, je vous aurais montré, bon là, il y a par exemple cet artiste-là, vous voyez, cet artiste Fabrice Montero, qui est un artiste américain d'origine ghanéenne, eh bien, qui a reproduit les châtiments corporels qui étaient en fait dans les plantations, voilà, qui étaient les sévices que l'on infligeait aux esclaves dans les plantations, et qui a photographié en 2017 donc des individus portant on va dire, ces outils de torture, pour que l'on se rende mieux compte de ce que pouvait représenter la soumission de ces corps-là. Donc, forcément, tout cela, ça a un impact, parce que ce genre, bien évidemment, vous n'allez pas voir ce genre d'outils et de sévices, de torture, mais on va en avoir ils font en général le lien avec, ils vont reproduire, alors Fabrice Montero, par exemple, va aussi aller au Ghana, sa terre d'origine, pour montrer en fait ces œuvres-là, pour que ça ait un impact en fait sur ce qui se produit là-bas. Parce que bon, les sociétés africaines, certaines sociétés africaines, certaines sociétés aussi, je pense en Colombie, il y a aussi en Amérique latine, il y a aussi des droits humains qui sont bafoués, et les artistes ont généralement beaucoup à cœur de les dénoncer en même temps. Il y a aussi, peut-être pour compléter, par exemple des expériences muséales. Si vous allez à Amsterdam, visiter le Rijksmuseum,
Tous les tableaux classiques sont désormais accompagnés de petites notices qui racontent le lien des personnages représentés dans des portraits, par exemple, avec l'esclavage. Comment ils se sont, par exemple, donc des personnages blancs, comment ils se sont enrichis de leur lien avec l'esclavage. Donc moi, je trouve que c'est une initiative intéressante parce qu'en fait, c'est rendre rendre visible un passé qui jusqu'à présent était encore une fois occulté. Donc non seulement il y a les œuvres d'art, mais en effet la manière dont les musées s'emparent aussi de leurs œuvres pour les recontextualiser et les réinscrire dans l'histoire avec un grand H, ça modifie notre perception du passé et je pense que ça nous enrichit en fait. Ça nous permet de mieux comprendre, encore une fois, des situations contemporaines. Je vous pose la question quand même, mais je pense que vous y avez un peu répondu, mais c'est pas grave. Donc pour vous, en quoi les arts sont-ils un moyen privilégié pour les descendants d'esclaves de travailler sur les traumatismes du passé? C'est un peu ce que vous évoquiez tout de suite. Donc, là, je parlais plutôt d'entreprises muséales. Donc par contre, les artistes, oui, on peut penser que... certaines œuvres participent à une forme de suture. En fait, les artistes ont aussi une relation au trauma du passé. Et une histoire qui peut nous paraître loin, finalement, elle est chez certains artistes, elle est encore très vivante. Je pense à un artiste guadeloupéen. Non, le nom va me revenir, mais qui fait par exemple des performances avec des bananes. Et en fait, la banane, elle est un symbole de la colonisation française. Elle reste un symbole de l'occupation même française et de tout le désastre environnemental que la culture de la banane provoque, par exemple en Martinique. Et utiliser la banane dans son art, c'est un acte militant, mais c'est aussi la banane en tant qu'objet, c'est un signifiant d'une culture coloniale et même esclavagiste du passé en fait. Donc l'art permet de dénoncer, mais je pense au-delà de ça, c'est aussi pour certains artistes renouer avec une histoire collective et une histoire même familiale. Souvent les artistes, c'est quelque chose de très profond en fait, leur manière de mettre en scène le corps et l'histoire, la relation aux objets, la relation à soi-même à travers les œuvres. Elle participe aussi à ce processus mémoriel. Alors si on prend le terme artiste, et on peut penser aussi à la littérature et aux autobiographies d'esclaves. Les autobiographies d'esclaves, elles ont commencé, on va dire, au XIXe siècle. Elles étaient principalement, puisque du fait du manque d'éducation des esclaves, elles étaient principalement écrites ou transcrites, on va dire, par des abolitionnistes. Et donc on n'a jamais pu penser que les esclaves pouvaient eux-mêmes avoir la capacité de penser à un tel point qu'ils allaient avoir un regard critique et raconter en fait ce qu'ils avaient vécu. Donc on pensait toujours que ces autobiographies étaient des biographies, on va dire, factices, un peu romancées, etc. Donc, quand les premières autobiographies écrites vraiment par des hommes et des femmes noires ont été publiées, eh bien, personne ne voulait les écrire. Donc quand je parle maintenant de mon article, j'ai écrit un article sur un artiste qui s'appelle Jacob Lawrence et qui a parlé qui a représenté en fait Frederick Douglass. Je ne sais pas si vous avez pu lire donc Frederick Douglass, qui est né dans le Maryland, dans un État, en fait, il était esclave, il avait un statut d'esclave, et il a fini, il s'est enfui, il a fini homme libre, mais non seulement homme libre, mais il a toujours eu à cœur de s'éduquer, mais homme libre, sujet pensant bien évidemment, et il est devenu écrivain, homme politique, diplomate, donc il a eu un parcours extraordinaire. Mais il devait absolument montrer ce qu'il était pour qu'on puisse croire que c'était un sujet pensant, que c'était lui qui pouvait dire cela. Donc en fait, ce qu'un artiste comme Jacob Lawrence fait, c'est de montrer Douglass en pleine action dans ses discours,
voilà, pour bien montrer, et vous pouvez le voir à quel point c'est convaincant, et c'est pareil pour Harriet Tubman, qui a été, donc, dont je parle dans cet article, c'est-à-dire de montrer aussi que finalement ces êtres-là, qui étaient totalement déshumanisés, qui n'avaient plus rien, quand, si vous lisez Barakoun, ils expliquent bien que c'était le néant. On leur enlevait leur nom, on leur enlevait leur identité, on leur enlevait leurs habits, on leur enlevait toute humanité. Ils n'étaient plus rien. Donc, tout ce qui, l'intérêt était de ne plus leur laisser. C'est ce que décrit aussi d'ailleurs Christophe Colomb quand il arrive dans les Amériques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on les définissait par ce qu'ils n'avaient pas plutôt que ce qu'ils avaient, parce que c'est plus facile de mépriser et d'inférioriser quelqu'un qui n'a rien et que l'on pense inférieur. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est, pour les artistes, c'est de redonner l'humanité, de remontrer que les esclavisés étaient des êtres humains. Et en fait, voilà, dans les artistes qui se sont intéressés à l'esclavage, la représentation de l'esclavage, c'est montrer que finalement l'esclavisé était un être avec des émotions et que c'était un sujet pensant qui n'était pas inférieur aux autres. Et bon, pour nous, maintenant, ça paraît être bien évidemment incroyable, mais c'était la question à cette époque-là. Vous écrivez justement dans votre chapitre que Jacob Lawrence, je cite, « choisit moins de montrer l'horreur de l'esclavage que l'humanité de l'esclave ». Voilà. Et cet accent mis sur la capacité de résistance de l'esclavisé, davantage que sur son statut de victime, est-ce une tendance générale dans l'art contemporain qui aborde la question de l'esclavage ? C'est une vaste question. Ça demanderait, alors je peux y répondre, mais Delphine, si tu veux répondre. Par exemple, pour le cinéma, c'est une vérité. Oui, et ça fait partie, je pense, d'un côté d'une mémoire militante qui s'affirme, mais tous les films qui portent sur l'esclavage depuis une dizaine d'années mettent en avant la figure du héros. En fait, l'esclave devient un héros, il devient le conquérant de sa propre liberté. Il affirme sa sensibilité, il affirme son intelligence. Je pense à une série télé que j'ai étudiée qui s'appelle Underground Railroad, qui montre l'esclave en fuite et qui, à travers la fuite, affirme justement ce que tu disais, son humanité, son intelligence, son existence. Donc la notion de résistance, elle domine, elle est un peu la réponse, je pense, à un cinéma qui a longtemps objectifié la figure de l'esclave. Là, on est à la mémoire, vous savez bien, elle est fluide, elle évolue. Et bon, après, ce sera peut-être autre chose, mais actuellement, je dirais que ouais, c'est une tendance qu'on retrouve, en tout cas dans le récit filmique. Alors, en ce qui concerne les arts, alors il y a, par exemple, c'est un sujet à controverse. Hein, cette question-là, elle est très intéressante parce que c'est un sujet à controverse. C'est-à-dire que comment représenter l'esclave, donc l'esclavisé, on va dire, et ne pas lui attribuer finalement toujours ce discours victimaire où il reste victime et il n'est plus maître de sa propre destinée. Alors bon, c'est facile à dire, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est compliqué à représenter. Parce qu'il y a certaines statues, par exemple, vous avez dû entendre parler de tout le débat sur les statues, le déboulonnage des statues, etc. Il y a certaines statues qui ont été considérées comme finalement politiquement incorrectes, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elles montraient les esclaves. Alors il y avait des statues où on montrait certains esclaves en position de soumission extrême. Et cette position de soumission extrême, eh bien, ça ne plaît plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque part où finalement il faut questionner aussi cela et ces représentations-là. Et donc il y a un mémorial qui a été créé en Alabama sur le mémorial de l'esclavage.
et où en fait les artistes, il y a eu un vrai débat justement sur cette question, c'est comment représenter. L'esclave enchaîné n'est-il pas trop victime? L'esclave à genoux n'est-il pas trop victime? Et donc c'est un juste milieu qu'il faut essayer, parce que bon, l'esclave a quand même été victime, il a subi des sévices comme ceux que je vous montrais, mais effectivement, les artistes ont tendance maintenant à ne plus vouloir exposer cette représentation, ou visibiliser ces représentations-là, parce que, bon, maintenant, il y a cette image qui date d'ailleurs des années 20-30, hein, du New Negro, où en fait, on essaye de se repositionner autrement. Donc, les œuvres étudiées dans l'ouvrage visent à proposer des représentations nouvelles de l'esclavage afin de faire évoluer les mentalités. Donc, comment mesurez-vous le retentissement et l'influence de ces œuvres sur le grand public, donc au-delà de la sphère artistique? Alors, il y a... Vous interrogez la réception. Voilà, c'est la réception. Par exemple, c'est vrai que il y a peut-être en 2017, je ne me rappelle plus, les expositions qui portent sur sur le corps noir, on va dire les expositions de musées. Je pense par exemple au Quai Branly. Eh bien, quand il y a des expositions sur la peinture noire, etc., elles ont un succès assez phénoménal. Donc, c'est déjà un indice. Ensuite, il y a de plus en plus de fondations qui se mettent en place et qui essayent de créer des expositions qui sont des expositions d'un mois ou des expositions internationales qui vont tourner. Donc ça, il y en a depuis les années 2000, 2014, 2017. Il y a eu des expositions qui ont tourné un petit peu et qui ont connu un certain succès. Donc ça, c'est quelque chose. Maintenant, l'impact sur... On vit une époque difficile, hein. L'impact sur le grand public, qui va voir les expositions, qui va voir les musées, ça c'est... on aimerait que le musée soit plus dans la rue, mais l'institution muséale est une institution fermée à laquelle peu de gens des classes moins aisées ont accès, parce que on n'a pas pensé le musée comme étant un musée populaire, plus populaire. Et donc, ça a un impact un petit peu plus fermé que ce qu'il est souhaitable. Alors, quand il y a des mémoriaux, comme par exemple le mémorial de Nantes, où en fait, il y a des parcours, dans la ville de Nantes, il y a un parcours où en fait, on va voir Maintenant, il y a une architecture, en fait, l'architecture de l'esclavage, où il reste encore des macarons de tête de nègre, hein, disons les choses, qui définissent les anciennes maisons de propriétaires d'esclaves, hein, des armateurs. Et donc, il y a tout un parcours éducatif qui est dans la rue et qui est accessible au public, mais avec la problématique qui est que Nantes, maintenant, a son parcours touristique sur l'esclavage. Et donc, on se retrouve finalement à une commercialisation du tourisme sur l'esclavage qui peut être aussi contre-productive. Voilà. Donc, c'est des questions difficiles qui n'ont pas encore été résolues. Donc pour repréciser pour le public qui n'aurait pas forcément lu l'ouvrage, dans le chapitre que vous avez rédigé, Madame Elmaleh, vous vous interrogez sur les représentations picturales produites par un artiste afro-américain du XXe siècle, Jacob Lawrence, qui représente quelques récits d'esclaves, donc ces textes biographiques rédigés par d'anciens esclaves nord-américains. Donc, vous avez un petit peu parlé de Frédéric Douglass et d'Harriet Tubman, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser qui ils sont pour ce... Alors, Frederick Douglass,
j'en ai un petit peu parlé, c'est quelqu'un qui en fait a été connu par justement sa biographie, son autobiographie. Et dans son autobiographie, il raconte des pans de sa vie et comment très jeune, en fait, alors c'était le fils de Frederick Douglass, il savait que c'était le fils du maître. Et il le savait parce que, il y avait des éléments, il était un peu plus clair, la couleur de sa peau était un peu plus claire. Alors il faut savoir que dans les plantations, il pouvait y avoir des blancs, en fait, puisque, il faut rappeler l'histoire, en fait, la règle le code, en fait, de la goutte de sang noir. Il suffisait d'avoir une goutte de sang noir par la mère pour être soi-même considéré comme étant noir. Donc, Frederick Douglass était quelqu'un qui était métis et donc qui très très tôt s'est intéressé à l'éducation, à l'ignorance, etc. Et très tôt, alors il a été il a changé il n'a pas été élevé par sa mère puisqu'on sépare très jeune les enfants de leur mère pour les empêcher d'acquérir une émotion, les empêcher de s'attacher à d'autres personnes. Donc il a été élevé par sa grand-mère et il a été acheté à l'âge de 7-8 ans, il a été acheté par un contremaître. Et en fait, il a pu s'éduquer lui-même parce qu'il avait des amis, des amis blancs de son âge et il a pu apprendre à lire. Et donc cet apprentissage de la lecture et cet accès à la lecture a changé le cours de sa vie parce qu'il a découvert. Parce qu'il faut comprendre que l'esclavisé qui n'a connu que cela, eh bien, il intègre la grille de lecture de son maître et il se pense lui-même inférieur. C'est cela qui est important. C'est-à-dire comment changer cette grille de lecture pour quelqu'un qui a été esclave et qui se pense inférieur. Et donc, il découvre par la lecture que, eh bien, non, d'autres gens pensent différemment. Et c'est ce qui l'a mené, en fait, à se sauver. Pendant longtemps, d'ailleurs, il a été anonyme. Hein, on ne pouvait pas dire qui il était, etc. Alors, Harriet Tubman, elle a eu un parcours extraordinaire, cette femme, puisqu'elle aussi s'est sauvée. Et puis, mais elle a refait donc pas ce qu'on appelait l'Underground Railroad, c'est-à-dire c'était un réseau en fait d'aide où on aidait à passer la frontière qui menait aux États libres du Nord ou même jusqu'au Canada. Et donc elle est retournée dans le Sud pour libérer des esclaves, un nombre, je pense que c'était 44 fois, plus de 44 fois, elle est retournée, c'est-à-dire qu'elle s'est remise en danger pour aider à la libération et mener vers la liberté, en fait, tous ces esclaves. Alors elle n'avait pas du tout le même profil, elle était peu éduquée, c'est-à-dire que l'histoire que raconte dans son autobiographie sa biographe qui s'appelle Sarah Bradford, c'est uniquement oral, c'est l'oral de toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer et qui ont raconté l'histoire de... elle, c'était vraiment un griot, hein, ce qu'on appelle le griot, c'est-à-dire le griot africain qui raconte l'histoire par l'oral. Donc ça, c'était vraiment... Mais elle a eu un parcours assez extraordinaire, hein, elle aussi, puisqu'elle a été, on va dire, labellisée, renommée le Moïse du peuple noir, puisqu'elle a tellement voyagé, et s'est tellement exilée, revenue, repartie, voilà. Quant à vous, Madame Le Thor, dans le chapitre que vous avez rédigé, vous vous êtes intéressée à la représentation du passage du milieu dans des œuvres cinématographiques françaises et américaines, afin de mettre en évidence les stratégies et les enjeux de cette transposition du thème de la traversée à l'écran. Donc, pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le passage du milieu et pourquoi ça s'intéressait à sa représentation dans le cinéma ? Merci. Le passage du milieu, c'est la traversée depuis les terres africaines jusqu'aux terres américaines. Et c'est une partie de l'histoire sur laquelle il y a très peu en fait, de documents. Il y a tu as parlé d'autobiographie d'esclaves tout à l'heure. Il y a une autobiographie en particulier c'est Okiado, c'est ça le nom? Olekiado.
Et c'est en fait c'est une histoire sur laquelle il n'y a pas d'archives. Voilà, donc on a des récits sur l'histoire de l'esclavage, il y a des contes, on a même des photos ou des représentations picturales, mais le voyage sur le négrier, on n'a pas il y a très peu de témoignages directs, donc c'est une expérience traumatique qu'on ne peut saisir que par la fiction. Et en fait, le cinéma, c'est ce qu'il tente de faire, c'est imaginer cet arrachage de l'Africain à sa terre ancestrale vers l'Amérique, de manière à essayer de retrouver une histoire. Faut savoir que, par exemple, quand on est en Martinique, quand on regarde la mer, Patrick Chamoiseau la voit comme un grand cimetière. La mer, c'est le plus grand tombeau en fait qui existe. Donc les connotations de cet espace géographique, elles sont bien particulières. Et le cinéma tente de retrouver l'histoire de cette mer en racontant des traversées. Mais il y a très peu de films aussi qui racontent cette traversée. Donc je les mentionne dans l'article. Il y en a peut-être un qui m'a touchée particulièrement. C'est le film de Guy Deslauriers qui s'appelle Le passage du milieu, avec une voix off qui est écrite. C'est un texte qui est écrit par Patrick Chamoiseau, donc cet écrivain martiniquais, et qui est lu en voix off tout au long du film. Et le film donc, suit un personnage en fait pendant la traversée du milieu dont on ne sait pas qui il est. Et en fait, entre la distance, la force du film, elle tient en fait sur à la superposition entre cette voix off et ces images qui racontent une histoire. Mais on a l'impression de deux discours séparés jusqu'à la fin où en fait les deux discours se rejoignent et on a l'impression que la voix off devient le personnage qui apparaît à l'écran à la fin du film, qu'on a suivi, mais de manière un peu distanciée. Et la fin, en fait, voilà, il y a comme encore une fois une suture entre l'image et le son. Et voilà, c'est une histoire qui n'est accessible que par le pouvoir en fait du cinéma, parce que voilà, le cinéma nous donne à voir, nous donne à sentir, le cinéma nous donne à ressentir aussi le non-dit. On parle d'odeur, de chaleur, de frayeur, on entend les sons. Donc ça nous donne vraiment une expérience phénoménologique en fait presque de ce qui a pu se passer, et ça fait toutes les puissances du cinéma. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être pas dans la littérature, cette expérience presque sensorielle en fait de la traversée. Et le cinéma, c'est ce qu'il fait. Pour en revenir à votre chapitre, Madame El-Maleh, en quoi l'acte de Jacob Lawrence de peindre entre 1938 et 1940 l'histoire de ces auteurs de récits d'esclaves est-il un choix éminemment politique de la part d'un artiste noir ? C'est un choix. Alors, ce que faisait Jacob Lawrence, c'était peindre des séries. C'est-à-dire que ces séries comportaient environ 30 à 35 tableaux pour Frederick Douglass et Harriet Tubman. Donc, il a fait ces séries. Et en fait, ces séries, c'était extrêmement didactique. Chacune de ces petits panneaux, en fait, qui n'étaient pas très grands, hein, 40 cm sur 40 cm à peu près, comportait une légende. Et la légende, elle était explicative, c'est-à-dire c'était toujours une légende qui reprenait des phrases, des autobiographies auxquelles il avait eu accès. Bon, il y a un centre à Harlem qui s'appelle le Schomburg Museum, le Schomburg Center, en fait, of Black Culture. Et donc, il avait eu accès aux autobiographies. Il reprenait, en fait, ces légendes pour dépeindre
eh bien, la vie de ces esclaves, s'ils avaient vécu, mais aussi les sévices qui se passaient dans le Nord, la migration, toutes ces thématiques étaient extrêmement importantes et que les Afro-Américains de l'époque ne connaissaient pas. Il fallait aussi les éduquer, il fallait montrer, c'était un acte politique dans le sens où en fait il fallait révéler à sa communauté, c'était, là je cite le texte de Alan Leroy Locke, qui était en fait un intellectuel de la Renaissance de Harlem. C'était ce qu'il disait, c'est-à-dire essayer de redonner à sa communauté, en fait, de redignifier, de leur donner une culture, de les éduquer, et ça c'était extrêmement important, de leur donner une histoire à laquelle ils n'avaient pas eu accès, en fait. Ils ne connaissaient pas leur histoire. Et aussi bien Tubman que Frederick Douglass, c'était quasiment des contemporains, puisque Frederick Douglass est né peu de temps après la mort de Harriet Tubman, qui a eu lieu, elle est morte en 1913, si mes souvenirs sont exacts, et lui est né quelques années après. Donc c'était des contemporains dont les récits et les exploits étaient encore visibles dans la presse. Les gens les connaissaient, donc en parler, c'était important. Voilà. Donc peut-on mesurer l'impact de ces œuvres sur la perception du public des héritages de l'esclavage et de l'activisme africain-américain ? Alors c'est à moi la question. Oui. Alors, donc, dès les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé donc, dans les années 60, avec le mouvement pour les droits civiques, etc., le black art, ça a été phénoménal. C'était un mouvement qui a émergé et il y a eu des productions extraordinaires, aussi bien des installations que des films, en fait, des œuvres cinématographiques, que des performances théâtrales, des performances visuelles, des œuvres d'art plastique, c'est-à-dire des artistes qui ont émergé. Et ça a eu un impact extraordinaire. Là, redites-moi la deuxième partie de votre question, c'était sur la perception du public des héritages de l'esclavage. Alors voilà, la perception du public, forcément, c'est-à-dire que quand on est dans une période de mouvement, d'agitation, comme celle qui a pu être comme les années 60, eh bien on est beaucoup plus ouvert. Et le rôle de l'artiste était aussi justement de montrer ce qui a pu se passer. Et bon, l'art des années 60 était vraiment un art, le black art, qui était engagé à tel point que finalement, c'est un peu le problème avec l'art engagé, c'est qu'il faut aussi sortir d'un art politisé pour pouvoir produire de l'art en tant qu'être humain, en tant que personne qui n'a pas une étiquette. Et donc ça, il y a eu tout ce débat aussi qui a été mené dans les années 60 et voilà, qui a pu avoir un impact après, par la suite, entre les différents artistes. Eh bien, on vous remercie grandement, Madame Elmaleh et Madame Le Thor, d'avoir répondu à nos questions et on remercie également le public d'avoir été présent. Merci. Merci beaucoup à vous.